Quand j'étais étudiant en relations internationales, je me suis intéressé à comment pouvoir harmoniser d'un côté les règles du commerce international telles que défendues par l'OMC et la protection de la biodiversité telle qu'exprimée dans la Convention sur la biodiversité. Et c'est là que j'ai rencontré notamment les écrits de Vandana Shiva et que j'ai pris conscience de toute la problématique de la biopiraterie et de l'accaparement des ressources génétiques par quelques multinationales, notamment par le biais des brevets survivants. Tout cela m'a amené à travailler à Greenpeace sur la campagne contre les OGM, contre les organismes génétiquement modifiés, où j'ai pu me rendre compte que l'industrialisation de l'agriculture et du vivant était allée très loin et qu'avec les manipulations génétiques, certaines multinationales étaient même en position, étaient capables d'inscrire cette logique de l'industrialisation et quelque part du profit et de l'industrialisation du vivant dans le code génétique lui-même des plantes et des animaux dont nous nous servons pour l'agriculture. Et c'est justement en luttant contre ces formes extrêmes d'industrialisation de l'agriculture et du vivant que je me suis intéressé à l'agroécologie et à l'agriculture biologique, parce qu'on est très vite confronté à cet argument que effectivement, cet emploi massif des pesticides peut avoir des conséquences négatives pour la santé des agriculteurs, pour la santé des citoyens, mais on en a besoin, on ne peut pas faire autrement parce qu'on a besoin de nourrir le monde. C'est l'argument principal des tenants de l'agriculture industrielle. Il faut nourrir le monde, il faut produire toujours plus pour nourrir une population qui ne cesse de croître également. Donc c'est par ce biais-là que je me suis intéressé à l'agroécologie et à l'agriculture biologique, justement pour montrer aux citoyens et aux décideurs que nous sommes capables de produire assez de nourriture tout en respectant, encore une fois, les ressources naturelles dont nous dépendons pour produire cette nourriture. Alors, concernant la production semencière en elle-même et l'obtention de semences, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les enjeux au global de ce sujet-là en particulier dans ces choses dont on parle jusqu'à maintenant? Qui contrôle les semences contrôle la production alimentaire. Les semences sont un maillon indispensable de la chaîne de production et le premier. Elles ont une importance symbolique dans la plupart des cultures mondiales. Et le fait que les paysans aient été capables pendant des millénaires de garder une partie de leur récolte, de sélectionner les meilleures semences pour les replanter l'année suivante, c'est à la base du développement de l'agriculture dans le monde. Avec l'avènement de l'agriculture industrielle après la Deuxième Guerre mondiale, la sélection variétale s'est orientée dans une direction, celle de la Révolution verte, qui consiste à homogénéiser ces semences et à développer des semences qui sont aussi productives que possible, mais dans le contexte d'une agriculture à haut intrant, c'est-à-dire dans le contexte d'une agriculture boostée aux engrais de synthèse et aux pesticides chimiques également. Donc on a des semences qui peuvent être très productives, mais qui sont en même temps très fragiles et qui ont besoin de toutes ces béquilles chimiques pour pouvoir pousser et donner un rendement important. Et donc tout le système, aussi bien juridique que scientifique, est orienté vers la production de ces semences à haut rendement. Le problème, c'est que ces semences sont adaptées au système de l'agriculture industrielle à haut intrant, mais ces semences ne sont pas du tout adaptées aux besoins de l'agriculture à bas intrants, tels que l'agriculture biologique. Alors du coup, on se retrouve avec un petit peu deux philosophies dans ce que tu racontes. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus en détail la différence qui existe dans l'obtention de semences, la gestion en fait des graines, de la semence en bio et pas en bio, les principes qui guident les deux manières de fonctionner en conventionnel et en bio? La production de semences pour l'agriculture industrielle repose sur les principes de distinctivité, d'uniformité et de stabilité. C'est-à-dire que les différentes variétés doivent être reconnaissables les unes par rapport aux autres, mais surtout, elles doivent être uniformes pour donner toujours
pour exprimer toujours les mêmes caractères dans les champs des agriculteurs. Donc tout cela a conduit à une forte érosion génétique, c'est-à-dire que la diversité de ce qui est cultivé dans le monde, tant en nombre d'espèces cultivées, mais aussi en termes de diversité génétique des espèces elles-mêmes, s'est énormément réduit ces 50 dernières années avec le développement de l'agriculture industrielle. Et on a affaire à une production semencière qui est largement contrôlée par 4 multinationales et qui est vraiment orientée vers la mise sur le marché de semences à haut rendement et qui sont protégées par des droits de propriété intellectuelle très forts, tels que les brevets, qui empêchent la circulation des ressources génétiques et qui constituent un véritable accaparement des ressources génétiques au profit de quelques grandes compagnies. Comment est-ce que ça empêche cette circulation ? Alors, quand on est une grande compagnie qui vend des semences, le fait que les semences puissent se reproduire elles-mêmes dans le champ du paysan, quelque part, ça constitue une forme de concurrence déloyale. Donc, les grandes compagnies suivent des logiques de stérilisation, soit de stérilisation génétique, par le biais de manipulations génétiques, telles que les semences Terminator, dont on a parlé il y a une vingtaine d'années, soit de stérilisation juridique par le biais de protection de leur propriété intellectuelle. Et donc, les États-Unis ont commencé à autoriser des brevets sur des séquences génétiques ou sur des plantes elles-mêmes et des animaux dès les années 80. Et c'est une forme de propriété intellectuelle très forte qui monopolise les ressources génétiques dans les mains du propriétaire du brevet. Et cette logique-là s'oppose à la manière dont la propriété intellectuelle sur les variétés semencières a été mise en place en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, qui est basée sur un système de propriété intellectuelle qui certes protège les obtenteurs, mais qui permet une circulation des ressources génétiques parce que une compagnie semencière qui a un certificat d'obtention végétale sur une variété donnée ne peut pas empêcher une autre compagnie semencière d'utiliser cette variété pour mettre au point ses propres variétés. C'est un peu comme le droit d'auteur en musique. On n'a pas de propriété intellectuelle sur les notes, c'est la chanson elle-même qui fait l'objet d'une protection intellectuelle. Les agriculteurs bio ont besoin de travailler avec la biodiversité, avec la diversité du vivant, et ces principes se reflètent dans la sélection variétale telle qu'elle est effectuée en bio. C'est-à-dire qu'il faut plus de diversité génétique, donc souvent les obtenteurs travaillent même avec des populations, comme on dit, c'est-à-dire pas des variétés qui sont très homogènes, mais au contraire des populations avec une vraie diversité génétique. Il y a moins d'uniformité dans les semences bio, et ce sont des semences qui sont sélectionnées pour être d'elles-mêmes plus résistantes à des maladies, à des pathogènes ou à certains insectes, et donc qui ont leur place dans un système de production basé sur l'agroécologie, c'est-à-dire qui ne dépend pas d'un trait tel que la résistance à telle maladie, mais qui est basé sur l'utilisation de techniques, de stratégies agronomiques qui reposent sur plusieurs techniques à la fois, ce qui fait également que cette diversité de pratiques agronomiques alliée à la diversité génétique permet de freiner la résistance des pathogènes à ces techniques issues de l'agriculture biologique également. Un autre principe important pour la sélection variétale en bio, c'est le respect des capacités germinatoires des plantes. Et ils travaillent beaucoup avec des variétés à pollinisation ouverte plutôt qu'avec des hybrides. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, les semences hybrides sont des semences issues du croisement de deux lignées pures, comme disent les obtenteurs, donc, donc deux lignées avec des caractères génétiques très précis. Mais si un agriculteur replante des semences hybrides, enfin on garde une partie de ces grains de maïs pour les replanter l'année suivante, ça ne va rien donner. Ça va donner trop de diversité et les rendements vont baisser très fortement. A contrario, les obtenteurs en agriculture biologique peuvent aussi utiliser des hybrides, mais c'est beaucoup plus rare et se focalisent plutôt sur
le croisement de variétés à pollinisation ouverte. Dans l'idéal, en ce qui concerne les programmes de sélection variétale en agriculture biologique, il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle, certainement pas de brevet sur le vivant, c'est très clair, et parfois même pas de certificat d'obtention végétale afin de faciliter cette circulation des ressources génétiques et afin de laisser aux paysans le droit d'échanger leurs semences eux-mêmes. Et ça, c'est également un aspect très important pour les tenants d'agriculture biologique, c'est la sélection participative. C'est-à-dire reconnaître le fait que les paysans eux-mêmes peuvent faire leur propre sélection variétale ou peuvent faire des partenariats avec des chercheurs pour faire de la sélection variétale également, et que cette production de semences et ce travail de sélection variétale doivent être, dans l'idéal, décentralisés et adaptés aux conditions locales et régionales. Donc c'est un modèle qui s'oppose vraiment au modèle de l'agriculture industrielle pour lequel la production de semences doit vraiment être standardisée pour pouvoir vendre les mêmes semences dans tous les pays du monde et dans tous les climats mondiaux. Alors, on va passer justement au sujet des modèles économiques. Et comment se rémunèrent les obtenteurs de semences en bio et en conventionnel, et justement, quels sont les effets de ces différences dans le rapport à la centralisation de la production semencière? Je dirais qu'on a 3 modèles de rémunération du travail des obtenteurs. On a le modèle qui est le plus répandu en Europe, qui est beaucoup basé sur le travail de petites et moyennes entreprises et qui repose sur un mode de protection de la propriété intellectuelle qui est adapté aux semences. C'est-à-dire qu'il permet une rémunération des obtenteurs par le biais de certificats d'obtention végétale qui couvrent certaines variétés. Mais ce modèle permet quand même une circulation des ressources génétiques entre les obtenteurs. C'est-à-dire qu'un obtenteur peut utiliser une variété déjà protégée pour en créer une nouvelle. Donc ça, c'est le premier modèle qui reste heureusement encore majoritaire en Europe. Puis on a le modèle des multinationales qui vendent des OGM, qui veulent protéger ces ressources génétiques par des brevets, qui sont des droits de propriété intellectuelle très forts, qui accordent un monopole aux compagnies qui possèdent ces brevets. Et ce modèle, qui est imposé par 4 multinationales avant tout, dans de plus en plus de pays dans le monde, est une vraie menace pour la sécurité alimentaire, parce que de facto, il rend propriétaires, ces multinationales, des semences qui sont le premier maillon de la chaîne de production. Et ça, c'est un modèle économique qui s'oppose au modèle d'une circulation des ressources génétiques. Et le troisième modèle, c'est un modèle beaucoup plus souple, dans lequel les paysans peuvent échanger des semences entre eux, dans lequel les obtenteurs peuvent faire des partenariats avec les paysans pour mettre au point des variétés ou même du matériel hétérogène, donc des populations dont la diversité génétique est beaucoup plus importante. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est parfois un défi d'assurer une rémunération correcte du travail des obtenteurs. Et c'est pour ça que dans le monde de l'agriculture bio, on essaye de faire en sorte que toute la chaîne de production, donc les transformateurs, les distributeurs qui vendent des produits bio aux consommateurs, soient impliqués dans la rémunération de ce travail de sélection variétale et soient impliqués aussi dans la communication de l'importance de ce travail de sélection des semences auprès des consommateurs qui achètent des produits bio. C'est quoi un certificat d'obtention variétale? Un certificat d'obtention végétale, c'est un droit de propriété intellectuelle qui permet de rémunérer l'obtenteur qui met au point une nouvelle variété, tout en assurant une circulation des ressources génétiques dont les obtenteurs et les paysans ont besoin pour mettre au point de nouvelles variétés. Donc c'est un droit de propriété intellectuelle qui est adapté à la production de semences et au travail des obtenteurs, parce qu'il permet cette circulation des ressources génétiques. C'est la différence avec un brevet.
Exactement. On oppose souvent le certificat d'obtention végétale qui permet cette circulation des ressources génétiques au brevet qui, lui, au contraire, monopolise ces ressources génétiques au profit du détenteur du brevet. D'accord. Quel est l'état quels sont les équilibres entre les trois modèles? Alors, on estime aujourd'hui que 60% de la production de semences est assurée par 4 multinationales. BASF, Syngenta ChemChina, Bayer Monsanto et Corteva qui résulte de la fusion de DuPont et de Dow Chemicals aux États-Unis. Mais ça veut aussi dire qu'une large partie de la production de semences est toujours assurée par des petites compagnies ou même par des petits paysans qui sont ceux qui produisent la majorité de la nourriture qui est consommée par les citoyens du monde entier. Mais on doit faire face à une situation où certaines grandes compagnies sont très agressives dans le fait de vouloir imposer un modèle avec des droits de propriété intellectuelle très forts sur les semences elles-mêmes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le grand intérêt des OGM, c'est pas d'augmenter la production, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est pas de rendre l'agriculture plus durable, ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils ont au contraire conduit à l'utilisation de plus d'herbicides. Le grand intérêt des OGM pour les firmes qui les commercialisent, c'est justement d'avoir légitimé des droits de propriété intellectuelle très forts, tels que les brevets, qui bloquent la circulation des ressources génétiques et qui leur permettent véritablement de s'accaparer les semences mondiales à leur profit. Alors, la vidéo parle quand même beaucoup de pesticides et donc a fortiori de protection des plantes. Comment est-ce que justement l'obtention de semences peut amener à une protection des plantes qui se passe de pesticides de synthèse? Pour pouvoir aboutir à des plantes qui sont plus résistantes aux maladies ou à certains insectes, il est nécessaire de faire un travail de sélection variétale qui met en avant ces traits, comme on dit, ces caractéristiques, plutôt que de privilégier simplement le rendement pur, en fait. Et donc, c'est pour ça que le travail d'obtention et de sélection variétale est vraiment important, et c'est pour ça qu'il doit y avoir des programmes de sélection de semences qui répondent aux conditions d'agriculture, de l'agriculture biologique, qui est une agriculture à base intrants, c'est-à-dire qui ne repose pas sur l'utilisation de pesticides de synthèse et d'engrais de synthèse. Si on utilise des semences industrielles à haut rendement, entre guillemets, dans un système d'agriculture biologique sans engrais de synthèse, il y a de fortes chances que les rendements baissent fortement. Au contraire, si on utilise des semences qui sont adaptées aux méthodes de l'agroécologie, on peut avoir des rendements très importants et surtout, on peut avoir des populations de plantes qui ne sont pas trop affectées en cas de présence de maladies ou de virus, par exemple. En fait, c'est pas seulement au niveau de la chimie et de l'application d'intrants en général que se joue le rendement. C'est justement aussi au niveau de la sélection des variétés cultivées, de la manière dont elles sont cultivées, mises en relation les unes avec les autres au sein du champ, parce que tu parlais d'hétérogénéité. Et ça, c'est peut-être justement un aspect qui gagnerait à être connu pour nourrir le débat public. Disons que l'agriculture bio s'intéresse vraiment au système et à l'agro-écosystème. Pour faire pousser des plantes, il y a tout un ensemble d'aspects qui rentrent en compte. Un des aspects les plus importants, c'est d'avoir un sol vivant, un sol en bonne santé. C'est au moins aussi important que la variété qui est cultivée par le paysan lui-même et que les diverses techniques agronomiques telles que les rotations des cultures qui sont mises en place pour limiter l'impact des ravageurs et des virus également. Donc il s'agit vraiment de mettre au point un système complexe et justement de reconnaître la complexité des agroécosystèmes, la complexité du vivant et de travailler avec cette complexité. C'est pour ça que les agriculteurs bio disent qu'ils travaillent avec la nature et avec
les mécanismes et les interactions positives et négatives qui existent déjà au sein du monde vivant et au sein d'un agroécosystème. Et ce sont des principes qui marchent aussi bien, sinon mieux, que le principe opposé en conventionnel d'avoir des variétés uniformes qui sont soutenues par des technologies chimiques. C'est un système qui effectivement permet de produire suffisamment de nourriture tout en n'utilisant pas des intrants qui sont la cause de la perte de biodiversité et qui provoquent des maladies aussi bien chez les agriculteurs que chez les citoyens. Donc les mêmes résultats sans les externalités négatives, en somme. Voilà, l'agroécologie permet d'avoir les mêmes résultats, mais comme on dit souvent, c'est une forme d'agriculture qui est très exigeante en termes de connaissances, qui utilise moins d'intrants, mais pour lesquels il faut vraiment avoir de bonnes connaissances agroéconomiques. De bonnes connaissances agronomiques, et c'est pour cela qu'il est fondamental que les agriculteurs puissent avoir accès à du conseil agronomique de la part de chercheurs, de la part de conseillers, qui soient vraiment orientés vers l'agroécologie plutôt que vers la vente de pesticides. Pour ce qui est du contexte législatif actuel, quels sont un petit peu les dynamiques à l'œuvre, les obstacles, les avancées, dans quel sens va la réglementation? J'ai pu lire là en préparant l'interview que, par exemple, le Integrated Pest Management allait être obligatoire ou est déjà obligatoire dans l'Union européenne, que du coup ça impliquait par exemple un besoin de plus important d'avoir plus de variétés justement pour pouvoir se passer de pesticides. Voilà, l'agenda politique et législatif actuel sur ce sujet-là, qu'en est-il? La législation européenne sur les semences date des années 60, des années 70, et elle s'est établie dans une forme d'accompagnement du développement de l'agriculture industrielle. Donc elle est plutôt orientée vers autoriser la mise sur marché de semences très uniformes qui sont adaptées aux besoins de l'agriculture industrielle. Aujourd'hui, il y a une révision de cette législation qui est en cours et qui a été proposée par la Commission européenne, qui, sur le papier, reconnaît le besoin d'avoir plus de biodiversité et reconnaît le besoin pour la législation de répondre aux besoins justement des différentes formes d'agriculture que nous avons en Europe. On a d'un côté une agriculture à haut rendement plutôt industrielle, mais on a aussi un fort développement de l'agriculture biologique qui représente aujourd'hui à peu près 11% des surfaces agricoles en Europe et pour lesquelles on a besoin d'un cadre législatif qui autorise les agriculteurs à utiliser de la biodiversité dans leurs champs et à utiliser des semences, des variétés ou du matériel hétérogène, comme on dit, qui soient justement beaucoup plus divers d'un point de vue génétique. Donc on espère avoir des progrès concernant la législation sur les semences vers une reconnaissance de la possibilité d'utiliser cette diversité génétique. Mais en même temps, on fait face à des menaces parce que la Commission européenne souhaite aussi déréglementer l'utilisation des nouveaux OGM. Et ça, ce serait une vraie menace au développement de l'agriculture biologique et une vraie menace pour le modèle économique de sélection variétale en Europe qui est justement basé sur cette libre circulation des ressources génétiques. En quoi les nouveaux OGM sont une menace? Les nouveaux OGM sont une menace parce que leurs risques pour la santé et la biodiversité sont très mal évalués, mais aussi parce qu'ils sont protégés par des brevets qui sont justement cette forme de propriété intellectuelle très forte qui confère un monopole aux détenteurs des brevets. Et les brevets sont obtenus par les grandes multinationales sur des séquences génétiques spécifiques ou sur des traits tels que la résistance à tel herbicide ou tels que une certaine teneur en huile dans les semences de maïs. Et ces brevets, de facto, vont couvrir des dizaines de variétés et vont constituer des obstacles pour le travail des obtenteurs, qui sont beaucoup des petites entreprises en Europe. Et ce travail est empêché par cette diffusion de ces brevets et par le fait que de plus en plus de brevets sont déposés et obtenus par des grandes compagnies qui couvrent de facto une grande partie des ressources génétiques qui sont nécessaires à ce travail de sélection variétale. Ça va entraîner, si je comprends bien, une plus grande centralisation encore
alors qu'on a besoin d'aller vers de la diversification si on veut avoir un modèle agricole qui soit soutenable pour les décennies à venir. Exactement. Le système des brevets conduit directement à une monopolisation des ressources génétiques par quelques compagnies et donc à un oligopole qui produit des semences. Et c'est ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on a 4 multinationales qui vendent et qui produisent la grande majorité des semences. Et à côté de ça, on a quelques obtenteurs de très petite taille qui produisent pour les agriculteurs bio, mais on n'a plus ce qui fait la richesse de la production semencière en Europe, c'est-à-dire ce tissu de PME, de petites et moyennes entreprises qui ont une longue tradition de sélection variétale et qui sont capables de répondre aux besoins différents des différentes formes d'agriculture qu'on a en Europe. Et c'est un vrai trésor européen, cette richesse de la production semencière, cette diversité qu'on a absolument besoin de sauvegarder et de protéger contre les OGM et contre les brevets sur le vivant. Donc ce serait ça, tes recommandations à la Commission européenne. Si tu avais aussi un message à leur envoyer, si tu avais vraiment une vision idéale de ce qui devrait être fait. Il est fondamental que la Commission européenne et les autres institutions européennes, que sont le Parlement et le Conseil des ministres, prennent conscience que les OGM représentent un enjeu géopolitique et qu'il est fondamental pour sauvegarder la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, c'est-à-dire sa capacité à être en contrôle de ses moyens de production, de protéger les semences contre les brevets sur le vivant et de sauvegarder le modèle économique de production semencière en Europe qui est basé sur la circulation des ressources génétiques. Une dernière question, un peu en forme d'ouverture aussi. Pour toi, c'est quoi l'innovation par rapport... Il y a un modèle justement avec ce modèle des brevets, l'idée d'un inventeur génial qui brevette une invention et qui ensuite est diffusée à échelle industrielle. C'est un peu une sorte de représentation de l'innovation qui est assez dominante, assez répandue. Pour toi, quelles autres formes peut prendre l'innovation et comment est-ce que ça s'incarne aussi dans le travail que vous faites ? C'est vrai que le discours dominant dans la bulle européenne consiste à décrire l'innovation comme étant basée sur des technologies et la mise au point de nouvelles technologies, y compris au niveau du vivant, à travers le génie génétique et les manipulations génétiques. Comme si l'innovation n'était qu'une ligne droite sur laquelle on pouvait être plus ou moins en avance ou en retard. Au contraire, la vision de l'innovation de l'agriculture biologique, c'est une innovation qui peut prendre plusieurs formes, plusieurs chemins différents et qui peut aussi être une forme d'innovation en termes de pratique agronomique, donc en termes de connaissances, donc pas forcément liée à la mise sur le marché d'un produit ou d'une nouvelle technologie. Ça peut être aussi une innovation sociale en termes de modèle économique, par exemple, pour développer l'obtention végétale en agriculture bio. Ça peut être une innovation qui est adaptée à des contextes locaux ou régionaux également, donc une vision beaucoup plus diverse et systémique de l'innovation qui ne peut pas être réduite à quelques hautes technologies possédées par des multinationales. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu l'opposition dont on a parlé là, entre centralisation et décentralisation. Tout à fait. Et ce qu'il est fondamental de comprendre et de reconnaître, c'est que chaque innovation est le produit d'un certain contexte politique, économique et social, et qu'à son tour, chaque innovation qui est le produit de ce contexte a elle-même différents impacts d'un point de vue social, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et ces différents aspects ne sont absolument pas pris en compte dans les processus d'évaluation destinés à la mise sur le marché de nouveaux produits tels que les OGM ou de nouveaux pesticides également. Et ça, c'est un aspect qu'il est vraiment important de prendre en compte dans la discussion, justement pour laisser la place à des formes d'innovation beaucoup plus systémiques et beaucoup plus diverses que uniquement l'innovation qui permet d'aller encore plus loin dans l'industrialisation de l'agriculture.